Bonjour à tous et bienvenue. Donc, je suis Marion Réto, responsable prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Occitanie. Donc, je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Donc, la Mutualité française Occitanie, en tant qu'acteur de prévention santé, vous propose ces différents rendez-vous concernant différentes thématiques de santé. Et pour cette séance, nous sommes ensemble donc pour vous donner les clés d'une communication bienveillante. Donc, avant de laisser la parole à Cécile Neuville, qui est psychologue, je vous rappelle juste que nous sommes ensemble jusqu'à 19 heures. Cécile, bonjour. Je vous remercie d'avance et je vous laisse la parole. Merci, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Nous allons passer une heure ensemble, je suis ravie. Je vais vous partager un petit diapo qui arrive de suite. Voilà, normalement, vous devez le voir. Est-ce que vous pouvez me confirmer que, voilà, vous me voyez normalement et vous voyez le diapo? C'est magique, c'est bon pour tout le monde. Est-ce que dans le chat, vous pouvez me confirmer? Vous m'entendez, vous me voyez? Oui, c'est OK. OK, Bon, de super. mon côté aussi. Super, merci. Bon, je vois que vous avez déjà commencé à vous présenter. Donc justement, je me demandais à chaque fois la zone géographique, c'est un peu toujours les découvertes. Et donc je vois qu'il y en a de l'Hérault, d'Alès, Perpignan, des Cévennes, de Nîmes, Cahors, Pyrénées-Orientales, Toulouse. Donc on est bien sur la région Occitanie bien représentée. Toulouse, Nice, Montpellier. Ah, Nice quand même, hein, ça sort même de là. Albi, oui, d'accord. Donc on est au-delà aussi. Non, Albi, c'est encore en Occitanie. Toulouse, Lozère, Cahors. Super, bon, je vois que ouais, tout va bien. Ok, très bien. Alors, j'ai un petit message que je vais... voilà, hop là, voilà, j'enlève. Bienvenue, donc aujourd'hui on va parler de communication bienveillante, comment améliorer ses relations avec une meilleure communication. Donc pendant une heure, je vais vous donner des techniques, des clés, voilà, vous allez voir, de vraiment pratico-pratique à utiliser au quotidien. Prenez de quoi noter, stylo, papier, vous allez voir que vous allez avoir de quoi noter. On a même quelqu'un de la Guyane, je vois là. Donc j'ai vu passer Carcassonne, voilà, donc super, je vois qu'il y en a un petit peu de partout. Pour ma part, quelques présentations. Donc, pourquoi j'interviens aujourd'hui? Parce que donc, je suis psychologue, je suis spécialisée en psychologie positive, qui est la science qui s'intéresse à tout ce qui contribue à des meilleures relations, des meilleures vies, plus de bonheur individuel, collectif dans le monde, plus de bien-être sociétal, plus de bien-être individuel aussi. Voilà, donc j'ai beaucoup fait de recherches scientifiques, j'ai beaucoup accompagné de personnes, des milliers de personnes en cabinet, et aujourd'hui j'écris énormément de livres, et donc je suis auteur d'une vingtaine de livres sur ce type de sujet-là, donc sur la psychologie positive, le lâcher-prise, l'éducation positive, la gestion du stress, des émotions, la gestion des conflits en entreprise, et j'en passe. Voilà, la puissance de la bienveillance. Plein de livres sur ces sujets qui me passionnent, mais à côté, je suis aussi une entrepreneuse. J'ai beaucoup de casquettes et d'activités. Je suis auteur, donc, mais aussi coach d'auteur. J'ai une maison d'édition. Je publie des livres inspirants pour le monde, donc dans cette même lignée. Et je suis la fondatrice aussi du Club des rêveuses entrepreneuses et j'organise des séminaires de rêveuses entrepreneuses, donc les femmes entrepreneuses pour s'épanouir aussi dans ces activités. À titre personnel, je vais donner des exemples, donc j'aime bien représenter parce que je pars un petit peu de tous ces exemples-là et des vôtres bien évidemment, et je compte sur vous pour être bien interactif dans le chat. Vous allez voir, j'aime bien échanger avec vous. Je suis aussi mariée et maman de trois jeunes adultes maintenant qui ont 18 ans et j'ai des jumelles, enfin mon fils a 18 ans et j'ai des jumelles de 20 ans, donc j'ai aussi eu toute la partie communication bienveillante dans mon éducation à intégrer auprès de ces trois jeunes enfants dans mon couple et avec toutes les relations que l'on peut avoir dans la vie. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et justement, aujourd'hui, on va commencer par... Enfin, non, voilà. On va avoir trois grands thèmes. Les défis de la communication. Donc, qu'est-ce qui fait que bah, on a besoin de ce genre de webinaire pour pouvoir mieux communiquer? Sept pratiques concrètes de communication bienveillante. Et puis, deux derniers conseils qui sont quand même essentiels. Mais j'aime bien commencer avec une question pour vous. Et donc, aujourd'hui, bah, on est là pour parler de la communication dans notre quotidien. Donc j'aimerais bien savoir, vous m'avez dit un petit peu d'où vous étiez. Déjà, est-ce que vous pouvez nous situer votre activité professionnelle? Moi, j'aime bien aussi savoir un petit peu les profils, comme ça je peux donner des exemples. Si vous êtes étudiant, salarié à la retraite, je ne sais pas. Et puis, avec qui sont les personnes de votre quotidien, avec qui vous communiquez le plus dans votre quotidien?
Donc, on a des personnes retraitées, donc les époux, évidemment, voilà, avec mon mari, professeur d'anglais, ok, donc on a des personnes, voilà, en activité aussi, secrétaire de mairie, retraité éducation nationale, je communique à distance avec ma fille, professeur des écoles, directeur, retraité avec mes amis et la famille, je suis aidante pour ma maman de 87 ans, donc ça aussi, ça va être intéressant, j'essaierai de rebondir un petit peu sur vos différentes situations. Retraité, mon conjoint et mes enfants, technicien de laboratoire, retraité, mais bénévole dans une association. Donc là aussi, on a des relations dans le bénévolat. Administrative avec les collègues, assistante maternelle, salariée avec ma collègue amie. Mon époux, mes collègues, les amis, retraités, conjoints, responsables de com interne, externe, donc on est même dans la communication, donc c'est très varié, hein, c'est bien, on va avoir des profils très variés. Retraité dans mon quotidien, je communique avec ma famille, mon mari, les associations, donc assistante maternelle, tiens, on en a plusieurs. Retraité avec mes enfants et des associations. Retraité Air France, encore une autre type d'activité, un autre type j'habite aux USA. Oh, on a même des personnes à l'autre bout du monde. Agent accueil finance publique, donc encore très varié. Époux, association, enfants, salariés, je communique plus avec mes collègues et mon conjoint. Deux enfants, sœur et mari, ok. Donc gendarme, voilà, on a vraiment un très varié. Agent des finances publiques, infirmière, puéricultrice, ma fille, mon fils, mes frères, aidante et en recherche d'emploi, retraitée infirmière. Donc je vais pas pouvoir tout lire, mais ça y est, là, je pense que j'ai une bonne idée. Et vous aussi, des personnes qui sont là, handicap visuel. Ah, handicapé visuel, donc ça c'est un statut particulier aussi. Et dans la communication, ça peut aussi avoir un enjeu. Retraité, je parle avec ma fille qui a divorcé et mes deux petits-fils, donc les enfants et petits-enfants aussi. Retraité bénévole, ok, je descends rapidement. Dans le travail, les élèves parents famille, retraités conseiller municipal, ouvrier midi libre, ok, c'est donc agent thermal, donc ok, bon, on a vraiment une belle représentation d'activités diverses et variées, d'actifs et de retraités, et de relations familiales, couples, amis, collègues, on est vraiment un petit peu avec tout le monde, voilà, je communique aussi avec mes voisins et dans le quartier, donc voilà, on a vraiment tout type, vous voyez, de communication. Quand on parle de communication bienveillante, on parle à tout ce niveau-là, et quel que soit notre niveau d'activité, notre niveau voilà, de vie professionnelle ou non. Ok, alors on y va sur les défis de la communication pour bien comprendre qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué. Hop. Donc, ce qui fait que c'est si compliqué, c'est qu'on a des opinions différentes. On a des avis, des idées, des affirmations différentes, et ça vient de plein dans plein de situations. Donc, très simplement, on a des visions différentes des choses selon nos générations. Donc souvent, on va avoir un jeune, un moins jeune, un plus senior. On n'aura pas la même perspective des choses. Ça, c'est une différence d'opinion qui est générationnelle. On peut bien sûr avoir aussi des différences culturelles, voire éducatives, mais tout ce qui est lié aux religions, à la culture familiale, la culture sociale aussi dans laquelle on est émergé, dans laquelle on a grandi selon l'éducation reçue, etc. On peut avoir aussi des différences d'opinion au niveau politique et social, même en étant de la même génération et de la même culture. Donc, vous voyez que tout peut se recroiser, hein. Évidemment, bah, selon notre point de vue sur l'actualité, les réformes, la société, etc., on a aussi des divergences d'opinion, c'est tout à fait normal. On peut avoir aussi des différences d'opinion sur nos valeurs, ce qui est important pour nous. Donc, selon l'importance qu'on donne à l'argent, à la famille, à la liberté, etc. Donc, bah là, évidemment, on n'est pas toujours d'accord parce on n'a pas les mêmes valeurs fondamentales. Puis, on n'a pas non plus les mêmes habitudes de vie. Donc, on mange pas de la même façon. Ça, c'est un grand sujet, souvent sur lequel on n'est pas tous d'accord. On n'a pas tous les mêmes problèmes de santé. Donc, c'est quelque chose qui peut aussi poser difficulté. On n'a pas les mêmes points de vue sur l'écologie, ce qui rejoint un petit peu aussi des postures politiques parfois, voire sociales. Les loisirs, on n'a pas toujours les mêmes loisirs, on n'a pas les mêmes rythmes de vie, il y a ceux qui se lèvent tôt et ceux qui se lèvent tard, etc. Voilà, on a tout ça, et puis on n'est pas aussi organisé de la même façon. On n'a pas les mêmes façons de gérer notre quotidien. Donc on n'a pas les mêmes priorités du quotidien entre le ménage, entre les courses, la gestion d'abord de se faire plaisir ou d'abord de faire plaisir aux autres. Voilà, on n'a pas tous les mêmes priorités, on n'a pas toutes les mêmes émotions non plus, hein, en fonction de comment on se sent. Voilà, si je suis plus ou moins bien, bah forcément, j'ai pas la même réaction aussi dans les communications. Et on n'a pas tous la même façon d'utiliser les nouvelles technologies, avec plus ou moins de confiance ou de méfiance, qui peut être lié au générationnel, mais pas que. Donc, il peut y avoir voilà, beaucoup de sources. Là, déjà, par rapport à tout ce qui est cité ici,
quels sont les thèmes ou les sujets qui, pour vous, semblent les plus compliqués dans votre communication, là où qui seraient les plus sources de conflits? Est-ce que ça viendrait plus de quelque chose de générationnel, de culturel, de politique, de valeurs, d'habitudes, d'organisation, de relations, voire même d'autres choses? Donc, est-ce qu'il y a des endroits où vous aimeriez développer une communication bienveillante? Voilà, autour donc politique, générationnel, ok, donc c'est varié aussi. Plutôt politique, les valeurs personnelles, ok, l'expression, hop, là, hop, hop, ça y est, c'est parti, donc ça va vite. L'éducation, ok, générationnelle, politique, expression ou non expression des émotions, donc là on est vraiment sur relation-émotion. Pour moi, c'est la principale cause. Derrière tout le reste, souvent il y a l'émotionnel, mais qui est influencé par les autres. Mais culturel, relation-émotion, politique, valeurs, voisins. Oui, mais avec les voisins, est-ce que c'est quelque chose de l'ordre des valeurs, des priorités, des habitudes, des émotions? Voilà, c'est le voisin, c'est le avec qui. Là, c'est sur quoi? Sur quel sujet? L'usage à outrance du téléphone. Donc là, c'est les pratiques, par exemple, autour du téléphone. Les valeurs politiques en ce moment surtout. Ah oui, hein, selon les contextes aussi, c'est plus ou moins sur tel ou tel sujet. Éducation des enfants, politique, émotion, générationnelle, valeurs génération, culturelle et éducative, priorité émotion, générationnelle émotion. Donc c'est très varié, hein, neuroatypique et atypique. Donc là, c'est sur tout ce qu'on va voir autour des croyances aussi et des, des- on va dire, c'est même plus des habitudes ou c'est des niveaux aussi des différences de fonctionnement. On va appeler ça comme ça. Politique ou sociale, relations, émotions, organisation, expression des émotions. Ok. Donc vous voyez que ça peut toucher à différents niveaux et c'est intéressant de se dire moi, à ce niveau-là, ça, c'est pas une difficulté pour moi. Moi, personnellement, j'ai pas de difficulté, j'ai pas de conflit autour de la politique, ou du social, du culturel. Un petit peu parfois générationnel, un peu parfois sur les habitudes de vie. Étant végétarienne, c'est pas toujours simple. L'organisation des priorités, évidemment, on n'a pas tous les mêmes priorités. En fonction des émotions, ça peut arriver qu'on soit pas toujours en capacité d'avoir des discussions voilà, qui nous amènent pas des belles émotions. Voilà. Donc, là, à nous déjà d'avoir cette première conscience. Maintenant, pourquoi c'est si difficile pour nous d'avoir enfin, d'où ça vient ces différences d'opinion? Donc, par rapport aux générations, c'est simple, c'est qu'à chaque époque, il y a eu des repères, des normes différentes. Donc, ce qui est logique que une personne qui est née il y a 60 ans, elle n'a pas du tout les mêmes repères, elle n'a pas eu les mêmes habitudes dès le départ de vie, et donc forcément, elle n'a pas connu les nouvelles technologies, elle n'a pas connu il y a eu d'autres freins dans sa vie, il y a eu des obstacles, tout est relatif. Et puis, un adulte qui est né il y a peut-être 30, 40 ans, c'est encore différent. Puis un jeune qui est né aujourd'hui, c'est encore différent. Donc évidemment, selon la période où on est né et au moment où on a évolué, ça impacte forcément qui on est. Et c'est pour ça qu'il y a des telles différences entre les âges. L'éducation pure de ce qu'on a reçu. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce que nos parents nous ont inculqué, dans quel milieu on a grandi vraiment dans notre milieu familial, le cocon. Et c'est de là que viennent toutes les bases qui ensuite font des conflits par la suite. Donc souvent, c'est aussi savoir prendre du recul sur son éducation, sur son environnement générationnel, etc. Mais malheureusement, il y a aussi enfin malheureusement ou heureusement, selon les moments, mais on a aussi tous des expériences de vie très différentes. Et parfois, on peut avoir vécu dans un même environnement avec des personnes proches, etc., avoir les mêmes âges, et pourtant, nos expériences de vie font que on n'a plus les mêmes visions des choses selon une phrase qu'on a eue à l'école, selon une agression qu'on a vécue, selon voilà, un traumatisme qu'on a vécu. Forcément, ça va impacter aussi nos opinions, nos avis, nos valeurs, nos priorités, nos habitudes. Donc ça aussi, ça joue. Et encore une fois, enfin, j'y viens petit à petit, mais c'est pas la faute de quelqu'un. La période où il est né, c'est pas sa faute. L'éducation qu'il a reçue, c'est pas sa faute. Ses expériences vécues ne sont pas sa faute. L'environnement social dans lequel il a vécu, forcément, si quelqu'un était plutôt dans des milieux précaires, etc., il n'a pas les mêmes repères, les mêmes priorités que quelqu'un qui est dans un milieu plus bourgeois, confortable, etc. Et encore une fois, c'est pas de sa faute. Les valeurs personnelles, ce qui compte le plus pour nous, c'est nos choix vraiment de vie prioritaires qui sont souvent, qui découlent un peu de tout ce qu'on vient de voir avant, l'éducation, etc. C'est ce qui est vraiment important pour nous. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, là, j'ai envie de vous poser cette question-là, une ou deux valeurs qui sont vraiment fondamentales que pour rien au monde, enfin,
vous changeriez de posture si un choix est pris par rapport à cette valeur? C'est-à-dire un choix, bah voilà, là j'ai mis des notions, le plaisir, est-ce qu'il est prioritaire pour vous? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est la solidarité, la réussite? Voilà, par exemple, là j'ai l'honnêteté, ça c'est non négociable. C'est quoi votre non négociable que dans toute discussion, vous ne voulez pas revenir sur ça? C'est non négociable. Donc il n'y a pas à avoir raison ou pas raison, mais pour vous, c'est ça. Donc pas de mensonge, l'empathie, la liberté, l'honnêteté, le respect. L'honnêteté encore, pas de la sincérité, la liberté, le respect, la justice, l'injustice, sincérité, respect, liberté. Vous voyez, ça, c'est des valeurs importantes. Et c'est important de les avoir en tête et de se dire, on n'a pas tous exactement les mêmes valeurs. Il y en a qui sont importantes pour tout le monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes pour qui le respect est une base. L'honnêteté, pas pour tout moins pour tout le monde, j'ai envie de dire. Liberté, solidarité, c'est peut-être moins le cas pour d'autres. La sincérité, l'honnêteté, ça va avec. Non négociable, c'est quand on prend une position en force. Justice, solidarité, la vérité. Donc on retrouve, voilà, il y a certaines choses comme ça qui sont assez fondamentales dans les relations. Donc rappelons-nous déjà de nous-mêmes. Respecter ça, donc respecter le respect de l'autre, être honnête, être sincère, être dans l'empathie, tolérant, bienveillant, voilà, tous les mots que vous mettez aussi. Je continue, mais il y a aussi, au-delà des valeurs, il y a les besoins. Et là, c'est un petit peu différent, les besoins. Les besoins, on est plus sur, je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais sur les besoins fondamentaux qui nous permettent de nous sentir heureux, bien, bien, quoi. Donc les besoins physiologiques, selon comment j'ai mangé, bu, où je dors, etc., bah, j'ai pas les mêmes résultats et ma communication va être très différente et elle peut être biaisée si je suis très fatiguée ou si j'ai très faim ou si je manque de souffle. Évidemment, ça impacte. J'ai aussi le besoin de sécurité. Donc si je me sens en insécurité, je sais pas, je prends un train, je me sens pas en sécurité, je vais pas avoir une même réaction avec les autres que si je suis dans mon environnement habituel. Le besoin d'appartenance, quand je me sens faire partie d'un groupe, ou alors quand je me sens exclue d'un groupe, je n'ai pas la même nature de relation avec les autres non plus, et ça peut être plus ou moins compliqué. Quand j'ai un besoin d'estime, donc quand je me sens bien avec moi-même, quand j'ai une bonne estime de moi, une bonne confiance en moi, que je me sens reconnue, etc., ben, j'ai pas du tout la même façon de communiquer non plus que quand au contraire, je me sous-estime, je me sens humiliée, délaissée, rejetée. Et puis, il y a le besoin d'accomplissement, la réalisation de soi. Bah, quelqu'un qui est pleinement rempli dans sa pyramide de Maslow va avoir la possibilité de se, enfin voilà, de s'expanser, voilà, la pyramide de Maslow. Oui, je l'ai écrit ici, c'est celle que je suis en train de décrire. Vous pourrez chercher, c'est les 5 besoins fondamentaux de l'être humain dont je viens de parler. Je ne vais pas revenir, c'est juste un exemple, c'est pas le sujet de la conférence, mais c'est pour montrer que ces besoins-là influencent aussi nos communications. Donc il y a plein de facteurs en fait qui font qu'on a des différences d'opinion et que on n'est pas toujours d'accord au même moment. Et parfois c'est vraiment une histoire de moment, c'est-à-dire qu'à un autre moment on pourrait avoir la même discussion, communication, et elle aurait une nature différente et on pourrait être mieux ou pire selon l'état dans lequel on est. Il y a aussi une part de notre personnalité. Nous sommes juste des gens différents. Il y a des personnalités plus audacieuses, d'autres plus sécuritaires. Il y a des personnalités plus émotionnelles, d'autres plus mentales. Voilà, c'est aussi en fonction de qui l'on est. Donc là aussi, on est très différents. Donc on peut avoir des points de vue différents parce qu'on a une personnalité très différente. De Maslow, elle est écrite juste au-dessus de ma tête, là, ici, pour ceux qui demandent. Juste là, hop. Ah, bah, je peux même me déplacer, voilà. Maslow, ici. Tiens, je vais le mettre. Bon, c'est bien en bas, je vous gêne pas trop. Les émotions du moment, évidemment. Donc la fatigue, le stress, la peur, l'enthousiasme, mais tout, voilà. Si vous êtes dans une émotion en particulier, il y a forcément un impact aussi dans la relation. Et puis il y a tout ce qui est croyance. Alors ça, on connaît plus ou moins, mais les croyances, c'est tout ce qui est une vérité pour nous-mêmes, une certitude pour nous-mêmes, et qui nous permet d'avoir nos visions du monde à nous. Et c'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous uniques, parce que il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes croyances. Maslow, c'était un psychologue qui a créé la pyramide de Maslow. C'est un courant théorique voilà, de psychologie sociale, mais c'était juste pour citer les besoins. J'aurais pu ne pas donner le nom et juste citer les besoins. C'est pas le sujet du jour, mais si vous voulez aller plus loin, vous tapez pyramide de Maslow et vous aurez un joli triangle avec les 5 besoins que je vous ai cités. Donc voilà, et puis je vois qu'il y en a qui vous les partagent, c'est encore mieux. Merci, c'est super. Donc, mais ceci dit, c'est pas l'essentiel, hein. Les besoins, c'est une partie, mais c'est tout ça. C'est pour ça que là, je rentre pas dans le détail de tout ça, parce que ma conclusion, c'est surtout là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes opinions qu'une personne est meilleure que l'autre, qu'il y en a une qui a raison et l'autre qui a tort, ou que l'on ne peut pas s'aimer quand même.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé? J'imagine et je l'espère, enfin, je vois pas comment ça peut être autrement, de ne pas être d'accord avec votre conjoint ou votre mari que vous aimez fort, ou avec vos enfants que vous aimez très fort. Voilà, c'est important de se rappeler ça. Et que c'est pas parce qu'il y en a un qui est pas d'accord avec vous qu'on peut pas juste être bien quand même. On n'est pas obligé de chercher à convaincre toujours les autres, et ça, c'est peut-être la priorité dans la communication, c'est que souvent, le premier piège, c'est qu'on cherche à avoir raison et on cherche à convaincre les autres. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous, voilà, de vous dire, j'accepte, j'accueille que tout le monde puisse avoir des opinions différentes de moi et qu'on puisse s'aimer quand même et qu'on puisse avoir des relations cordiales. C'est pas forcément s'aimer. Je peux avoir des gens qui ont des opinions très différentes que moi et du coup avoir beaucoup de mal à m'entendre avec eux. Mais en tout cas, respecter. Accepter et respecter, et même s'aimer quand on est avec des gens proches. Et c'est OK. Je vous partage un exemple, et si vous avez un exemple à partager dans le chat, vous pouvez tout à fait le partager, j'aime bien. Merci Sabine. Chacun sa vérité, c'est important de respecter la vision de l'autre personne. L'amour est inconditionnel, tout à fait, c'est une question de respect, tout à fait. Mais parfois on dit ça, ça paraît évident. Mais quand on commence justement à parler de politique, moi avec mon mari, on n'a pas les mêmes opinions politiques depuis longtemps, on n'est pas positionnés sur les mêmes courants politiques. Et pour autant, quand on en parle avec nos enfants, on argumente, on explique pourquoi moi je suis plutôt de tel parti, que lui est plutôt de tel parti, et puis on essaye de comprendre l'autre, on s'intéresse à l'autre. Pour autant, on reste chacun sur nos points de vue, malgré tout, à chaque fois qu'on a beau communiquer, on a beau échanger, on ne cherche pas à gagner, on ne cherche pas à avoir raison, c'est juste se dire, ok, bah, en tous les cas, moi, ça me conforte de ma posture, et puis bah voilà, lui, ça le conforte dans la sienne, donc on sait ce qu'on va voter, et c'est ok pour nous. Et ça, c'est pas toujours facile, donc c'est important de savoir avoir ce respect-là et cette bienveillance pour soi, de ne pas chercher à dire oui à l'autre à tout prix, et bienveillance pour l'autre aussi. Pas toujours facile, effectivement. Constat, défaut d'écoute et de respect de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est bien déjà de soi-même donner le temps. Et quand l'autre ne peut pas écouter, bah, parfois c'est d'arrêter la communication et d'aller voir avec quelqu'un d'autre, d'en discuter avec quelqu'un d'autre. Ça, on va voir après des clés plus pratiques. Ma fille travaille dans la finance, ça a été dur de respecter ça pour moi. Voilà, bah, voilà, il y a des choses. On ne peut pas choisir ce que les autres pensent, font. Et on a vu qu'il y avait tellement de raisons qui font qu'on ne pense pas la même chose, qu'on ne peut pas en vouloir à l'autre. C'est tout un contexte qui nous a fait comme on est avec nos croyances, nos expériences. Et chacun a ses bonnes raisons d'avoir ces croyances-là et ces vérités-là qui sont très personnelles et subjectives. De toute façon, si on va plus loin et avec un peu de philosophie, est-ce qu'il y a vraiment une vérité? Parce qu'il y a même des vérités médicales qui l'étaient il y a 50 ans et qui aujourd'hui ne le sont plus parce que la science a évolué et prouvé d'autres choses. Donc même des vérités qui pouvaient mettre tout le monde d'accord à une époque, finalement, finissent par être remises en question à un moment donné. Donc vaut mieux rester ouvert à ça, accepter aujourd'hui, en fonction de qui je suis et de ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai tel avis et telle opinion, l'autre a tel avis et telle opinion, et c'est OK. Donc mon mari est toujours dans son monde. J'ai du mal à sensibiliser le handicap et l'entraide que cela demande. Mon mari, mon vote annule régulièrement celui de mon conjoint, mais on va voter quand même. Voilà, pas facile de mettre en pratique. Mais ok, donc voilà, ça c'était la première étape. Maintenant, on va passer au concret. Maintenant qu'on a bien compris la posture déjà à avoir pour soi derrière, avec des outils derrière, mais avant les outils, je pense que c'est vraiment important de se positionner comme ça et de se rappeler ça. Et c'est vraiment des phrases que vous pouvez vous écrire, vous rappeler, vous ancrer. Les jours où vous êtes en conflit, rappelez-vous, parce que c'est souvent une des clés qui vient de là. Je cherche à être meilleur que l'autre ou avoir plus raison que l'autre, ou alors je vais pas t'aimer parce que t'es pas d'accord avec moi. Donc c'est vraiment toujours revenir à ces phrases-là. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les mêmes avis et opinions que l'un est meilleur que l'autre, que l'un a raison et l'autre tort, et que l'on ne peut pas s'aimer quand même. Ok. Alors, cette pratique, vous êtes prêts? C'est parti, là, on y va. Première pratique. La communication active constructive. Là, je vais vous donner des exemples concrets et je vais vous inviter à réfléchir quand est-ce que ça vous est arrivé. Juste pour la petite partie théorique, donc c'est une chercheuse en psychologie positive, Shelley Gable, qui est professeure à l'université en Californie, qui a mis en place cette méthode, enfin cette perspective de la communication avec 4 axes. Donc c'est hyper intéressant de se poser cette question-là. Alors avant de rentrer dans le détail, je vais vous l'illustrer par un exemple. On va rester sur le couple parce que voilà, c'est celui qui devrait parler au plus de monde, mais vous pouvez si vous n'êtes pas en couple, vous l'illustrer avec un ami, un collègue ou autre. Imaginez que vous rentrez le soir et que votre conjoint, mari, femme, voilà, rentre aussi et vous vous retrouvez et votre partenaire, je vais l'appeler votre partenaire, sera plus neutre. Donc votre partenaire rentre et vous annonce une bonne nouvelle. Donc il a une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Il est trop content ou elle est trop contente.
Voilà, il y a une bonne nouvelle. Vous avez quatre façons de réagir à la bonne nouvelle, vous, à votre niveau. Donc, la personne vous donne une bonne nouvelle. On va dire, par exemple, j'ai eu une augmentation, je suis trop content. Ok, première façon de réagir, je vais commencer par la plus négative, c'est active, destructive. Donc c'est tout en bas de l'écran là. L'idée c'est, hop, je montre ici là, tout en bas. Donc active, destructive, c'est que je vais réagir, je vais vraiment porter attention à sa réponse, mais je vais lui dire, ah oui, mais bon, à quel prix? Tu vas rentrer à quelle heure? Mais est-ce que tu es sûr? Tu as bien signé ton contrat? Tu parles, tu as dû être augmenté que de 20 euros. Voilà, on entend la bonne nouvelle et pour autant on ne peut pas s'empêcher de voir le côté négatif et en plus on y va quoi. On a ce genre de réaction. On peut aussi avoir, et c'est aussi le cas assez souvent, une réaction passive destructive. C'est-à-dire, quoi? Hein? Attends, regarde, je suis en train de regarder la télé, je suis en train de préparer à manger, écoute, enfin, je suis pas intéressée. En fait, il y a un espèce de truc de je m'en fous. Enfin, inconsciemment, il y a quelque chose, ça t'intéresse pas et on se sent pas reconnu. Donc le conjoint, il était content, il avait une bonne nouvelle à annoncer et bah, vous n'avez pas de réaction particulière, vous êtes plutôt dans le négatif, mais de rejet, quoi, un peu l'indifférence et le rejet. Donc un manque de reconnaissance, d'attention, vous ignorez ses efforts, sa contribution, ses difficultés, ses succès. Voilà. Troisième niveau qui est déjà un petit peu mieux. Donc c'est la passive constructive. Donc je ne suis pas très dispo, ça m'intéresse que moyennement, mais je l'écoute déjà. Je vais être à l'écoute. Ah d'accord, ah intéressant. Voilà, pas plus, mais pas plus de communication que ça, pas plus d'implication. J'ai une attitude qui reste positive, qui n'est pas dans le rejet, mais qui n'est pas très appuyée. Mais déjà, il se sent écouté, donc ce qui est déjà un mieux. Et dans l'idéal, la meilleure communication que l'on peut avoir, c'est une réponse active constructive, d'où le terme communication active constructive où là, ça veut dire on s'arrête quelques instants de faire ce qu'on était en train de faire, même si c'est que 3 minutes pour vraiment écouter l'autre, lui poser des questions, lui montrer de l'intérêt, en savoir plus, être enthousiaste. Voilà. Si on ne comprend pas ou qu'on n'est pas sûr, on pose des questions. En tous les cas, on lui dit bah, écoute, j'espère que ça ira bien. Maintenant, voilà, s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu me dis. Si je peux t'aider là-dedans, tu me dis. Voilà, faut pas hésiter à poser des questions. Alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça inclut, etc. Plus on a une communication active constructive, plus meilleures les relations sont. Est-ce que ça vous arrive, vous, avant de parler du mari, parce que vous avez vu la première, vous-même, est-ce que ça vous arrive et comment quelle est votre réponse la plus fréquente aux bonnes nouvelles de votre entourage? Et en toute honnêteté. Et vous allez voir, moi, la première fois que j'ai découvert cette théorie, en toute honnêteté, j'ai réalisé que j'étais très souvent dans le passif constructif parce que ça ne m'intéressait pas forcément ce que certaines personnes me racontaient. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me dire, quand je n'ai pas envie d'aller plus loin dans une communication, je vais utiliser le mode passif constructif, c'est-à-dire je ne vais pas mettre du négatif, mais je ne vais pas m'y intéresser plus parce que j'ai pas envie d'avoir ce genre de discussion. Donc ça, c'est OK. Par contre, quand c'est quelqu'un qui compte pour moi, que j'ai envie de soutenir, je vais avoir une communication active constructive. On peut choisir en fonction du contexte notre posture. Par contre, il vaut mieux éviter les destructives. Il vaut mieux quand même être en constructive, mais parfois, il peut être bon d'être en passif. Pourquoi? Parce qu'imaginez que votre tati Josiane, à chaque fois que vous allez la voir, elle vous parle de plein de sujets, mais elle revient toujours sur un sujet qui vous fatigue. Elle vous parle de son potager. Alors au début, on l'écoute, c'est chouette et tout. Puis au bout d'un moment, on en a un petit peu marre d'entendre parler du potager. Alors il y a le respect, donc on est dans l'écoute quoi qu'il arrive. Au début, on s'intéresse un petit peu, mais si à chaque fois je continue à m'intéresser, elle ne va faire que me parler de ça tout le temps. Par contre, si à un moment donné, elle me parle de quelque chose et qui m'intéresse plus, là, je vais y mettre plus d'intérêt. Et ça va amener à ce que nos discussions soient de plus en plus passionnantes. J'ai un exemple concret. Et d'ailleurs, voilà, oui, pourquoi ça marche? C'est que ça marche aussi dans la partie mauvaise nouvelle. Donc là, pour l'instant, j'avais donné l'exemple de la bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, quelqu'un vous annonce quelque chose de négatif, de triste, de pas, voilà, pas joyeux. Bah là aussi, vous avez la communication active constructive, c'est de l'écoute active, on va voir tout à l'heure, mais c'est vraiment de l'intérêt, poser des questions, s'intéresser. Par contre, parfois, c'est j'ai pas envie que les gens se plaignent toute la journée autour de moi, donc je vais juste écouter un petit peu, mais je vais pas rajouter pour renchérir la plainte et le pessimisme, etc. Donc c'est aussi à nous de voir qu'est-ce qu'on veut voir augmenter dans nos relations. Là, on y met une part d'actif constructif. Qu'est-ce qu'on veut voir diminuer? On va y mettre du passif constructif. Et j'ai un bel exemple au travail.
quand j'étais dans un open space il y a plus de 20 ans maintenant, avant de me mettre à mon compte, j'ai travaillé en tant que salarié, j'étais dans un espace où on était plusieurs. Et en fait, il y avait des personnes d'autres étages qui venaient des fois dans notre espace. Et certaines personnes arrivaient pour se plaindre, critiquer ce qui se passait à l'étage. Voilà, c'était un petit peu le défouloir. Et moi, ça m'intéressait pas forcément. Alors, j'avais pas envie d'être en destructif, donc j'étais juste passive. Je m'intéressais pas beaucoup. Voilà, j'écoutais 2 minutes. Et puis après, par contre, dès qu'elle partageait quelque chose de positif, je m'arrêtais et je posais des questions. Donc, je passais en mode active constructive. Et petit à petit, le temps a passé. Je l'ai fait quelques semaines, quelques mois, et j'ai fini par le faire de plus en plus volontairement. Et petit à petit, les gens rentraient dans la salle, allaient se plaindre auprès des autres et venaient, moi, me partager tout ce qui allait bien. Et je vous jure que ça fonctionne. Et c'est hyper intéressant de voir comment les personnes nous partagent ce sur quoi ils sont reconnus et sur lesquels on porte de l'attention. Donc, plus vous allez porter d'attention sur des choses positives, plus les gens vont vous parler de positif. Plus vous allez porter d'attention sur le négatif, plus les gens vont vous partager des éléments négatifs. Donc voilà, cette méthode, je trouve qu'elle est vraiment très intéressante. En vous écoutant, on applique l'axe actif-constructif, mais ce n'est pas si facile dans la réalité de son partenaire. Ça dépend peut-être de notre degré d'empathie, tout à fait. Tac, tac. On peut respecter l'autre, mais quand on est dans une société, on doit s'adapter aux règles, sinon c'est impossible de vivre ensemble. Et dans ce cas, comment doit-on réagir, accepter l'inacceptable ou argumenter? Exemple, le respect envers les femmes. Tout à fait. Alors là, on est dans les relations, comme je donnais des exemples simples. Euh, Après, très sincèrement, même dans un cas de conflit un peu plus violent, agressif ou anti-valeur, on va dire, contre nos valeurs, là, un manque de respect ou quelque chose comme ça, l'idée, en fait, c'est pas d'être dans l'indifférence, donc la passivité, non, ni d'être dans la destruction, c'est-à-dire dans l'attaque et empirer la situation. Il vaut mieux avoir une communication active, constructive quand même, mais ça veut pas dire dans le positif, enfin, dans l'enthousiasme, la félicitation. Ça veut dire poser des phrases concrètes et dire poser des choses concrètes avec la personne qui peut l'entendre. Et quand elle ne peut pas l'entendre, ça sert à rien de continuer. Et c'est d'aller faire des actions qui vont faire que le monde va changer. On n'a pas l'impact sur tout, mais on a toujours des petits pôles d'action. Donc à nous de trouver là où on peut avoir un pôle d'action. Voilà, on n'est ni paillasson ni hérisson, exactement. Passive quand c'est vraiment ennuyeux, voilà, verre à moitié plein. Active constructive, mais parfois se traduit en fin de conversation passive destructive. Voilà, tout à fait. C'est souvent, ça peut être la bonne stratégie, ça. Ok. Donc, on va passer à une deuxième technique. Donc, déjà, gardez ça en tête quand les gens vont vous annoncer des bonnes nouvelles. Communication active, constructive, rajouter, poser des questions, etc. Quand ils vont avoir des moins bonnes nouvelles, commencez par vous intéresser, mais ne donnez pas trop non plus d'intérêt. Voilà, n'insistez pas trop. Voilà, écoutez simplement, sans rajouter, parce que la personne a besoin d'être entendue, mais elle n'a pas besoin toujours de conseils. En plus, ça, c'est une erreur aussi, de toute façon, qu'on a d'être trop actif, même face au négatif. Donc, allez, on passe à l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, on a plusieurs intelligences. L'intelligence, le fameux QI, hein, si vous passez votre test de QI, etc., c'est une chose. Maintenant, il y a le QE, le quotient émotionnel, qui est une force, un talent qui nous permet d'avoir des meilleures relations aussi avec les autres, qui a plusieurs compétences que l'on peut développer les unes séparément des autres pour de plus en plus avoir cette forme d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être capable d'identifier, déjà, c'est la première chose, donc de nommer, d'identifier des émotions, de les accueillir. Donc, ok, je suis en colère, j'accueille cette colère, et de gérer ces émotions. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me laisse submerger par mes émotions? Est-ce que je les étouffe? Est-ce que je les ignore? Ou est-ce que je les accueille et que je les traverse et que je cherche à les canaliser, à les gérer le mieux possible? Les miennes, mais aussi celles des autres. Donc, l'intelligence émotionnelle inclut aussi ma capacité à identifier, accueillir et accompagner au mieux les émotions des autres. Donc tout ce qui peut avoir aussi un lien dans notre relation, tout ce qui nous relie les uns aux autres. Donc c'est aussi savoir créer des environnements où les émotions sont entendues, reconnues, prises en compte et favorisées vers des émotions les plus sereines possibles pour avoir en tous les cas des relations les plus bienveillantes possibles. De là, dans l'intelligence émotionnelle, on a 7 grandes compétences. On a l'empathie dont vous parliez tout à l'heure, donc la juste empathie. Et là, je vais vous poser une petite question sur l'empathie. Parce que l'empathie, souvent, on fait une erreur. On pense que c'est se mettre complètement à la place des autres. Le juste niveau d'empathie, il se trouve entre le pas assez d'empathie, où là, je suis comme un robot froid, peu importe les autres, les émotions des autres ne m'intéressent pas.
Et le trop d'empathie, quand quelqu'un pleure, je pleure, quand quelqu'un est en colère, je me mets en colère. C'est difficile pour moi de gérer les émotions des autres. Je me sens comme une éponge émotionnelle et c'est fatigant, c'est énergivore. Les émotions des autres, ça m'épuise et ça me fatigue. Et la juste empathie, c'est un juste milieu. C'est vraiment la même chose. C'est j'accueille et j'entends l'émotion des autres, mais je ne me les approprie pas. Elles lui appartiennent. Moi, j'ai le droit d'être heureux même quand quelqu'un est malheureux. J'ai le droit de rire, évidemment, dans le respect de l'autre et dans des contextes, mais en dehors, en tous les cas, je n'ai pas à me limiter dans ma vie par rapport aux émotions des autres. Je n'ai pas à subir le stress des autres dans ma vie. Donc, j'ai cette juste empathie à avoir. Donc, est-ce que vous êtes sur une échelle de 1 à 10, on va dire, voilà. Un, enfin zéro même. Zéro, j'ai pas d'empathie. Voilà, je suis très loin de, de comprendre ce que les autres pensent. Et 10, j'ai trop d'empathie. Donc c'est pas une bonne note. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de bien ou pas bien, mais l'équilibre, il est plutôt dans le milieu, quoi. Voilà. Où est-ce que vous vous situez? Ok. Alors, on est à 7, 5, 8, 10, 5, 7, 8, 10, 8, 6, 7, 8, 9, 8, 6, trop, 8, 7. Ok, donc vous êtes plus dans le plus d'empathie que dans le pas assez. Ah, voilà, on a quand même 4 de l'autre côté aussi. Et vraiment, si je cherche à vous piéger, il y a des contextes où justement une personne qui est méchante, violente ou agressive, vous allez peut-être manquer d'empathie vis-à-vis d'elle parce que vous allez être en colère par rapport à vos valeurs et au respect. Donc quelque part, des fois, voilà. Euh, il y a une série qui m'avait beaucoup marqué à ce sujet, euh, les 13 Reasons Why, les 13 raisons pour, je ne sais pas si vous l'avez vu, où on voit des jeunes qui font des choses en fonction d'un contexte, sauf qu'on a tellement toute l'évolution et le contexte que si on se contente de voir un jeune qui arrive dans un lycée avec des armes et qui tue, qui arrive avec des fusils pour essayer de tuer tout le monde, on peut se dire, mais avoir un jugement et rejeter cette personne-là. Maintenant, si en fait on a suivi toute la série, ce jeune garçon-là, il a une histoire, un parcours, il s'est passé quelque chose avant, je vais pas vous spoiler, euh, mais qui explique carrément, on a trop d'empathie avec lui parce qu'on a compris ce qui lui est arrivé et on a juste envie de lui dire ne fais pas ça en fait, ne fais pas ça, mais il ne maîtrise plus qui il est en fait. Mais là, on peut comprendre même ce genre de comportement parfois. Alors évidemment, il y a des comportement inacceptable. Et s'il avait tué mes enfants, je serais la première à me sentir complètement en colère contre lui. Et c'est normal. Mais c'est juste un exemple pour comprendre que parfois on n'a pas toutes les informations et que l'empathie nous permet de ne pas tout de suite tomber dans le trop de jugement aussi. Mais attention de ne pas tomber dans le trop d'empathie. Ok. Je suis confrontée à la difficulté d'empathie lors de certaines communications avec le public en difficulté quand j'en subis des insultes ou d'une agression. Voilà, ça c'est voilà. Des fois, il y a des moments où c'est plus fort que nous, c'est ce que je disais. Et là, dans ces cas-là, il faut savoir prendre du recul, relâcher, demander de l'aide, voilà, dire stop, demander des conditions différentes. Enfin voilà. Et après, parfois, on n'a pas tellement le choix. Donc, il faut trouver la meilleure façon possible de rester dans la justesse et pas être ni dans l'agressivité ni dans la victime en fait. Voilà, c'est de trouver. Mais ça, on va le voir avec une autre. Celle-là, j'y reviendrai avec un autre exemple. Je vais pas tout développer ici, mais c'était l'empathie qui me paraissait le plus important. Mais sinon, il y a l'écoute active qui est essentielle. Donc, savoir écouter l'autre, qu'est-ce que l'autre a à dire et le laisser parler sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait terminé ce qu'il a à dire et sans le couper la parole toutes les 2 secondes. Ça fait une grosse différence aussi quand on est dans un désaccord. Des espaces de partage des émotions, donc il y a des environnements qui sont plus favorables aussi. Le leadership, c'est notre capacité à entraîner les autres dans une énergie. Ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle, notamment d'aller vers des énergies positives, d'inspirer et de faire confiance et de savoir collaborer. Ça, ce sont d'autres clés de l'intelligence émotionnelle. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui de vous développer tout ça, mais il y a déjà eu et il y aura peut-être d'autres webinaires spécifiquement sur ces compétences-là. Quelle est la différence entre l'empathie et sympathie niveau émotionnel? Sympathie, c'est avoir de la sympathie pour quelqu'un, c'est positif. Empathie, c'est pas forcément. Enfin, finalement, la sympathie va être à peu près en dessous, enfin, au juste milieu, mais c'est déjà dans quelque chose de plus positif. Alors, mais ça se rejoint. En vrai, on joue sur les mots et ça se rejoint beaucoup. Donc, l'essentiel, c'est de se dire à quel niveau je me situe sur l'échelle, peu importe le mot qu'on utilise, parce que vous allez voir, en plus, selon chaque théorie, chacun utilise des mots différents pour dire souvent les mêmes choses. Méthode zéro reproche. Donc là, c'est plutôt les situations de communication. Peut-être que vous en avez qui vous parlent. Je vais me redescendre un petit peu, j'en montrerai quand j'en serai en bas. Euh, où quelqu'un fait quelque chose et ça vous agace. Vous aimeriez que l'autre fasse autrement.
Ça vous parle? Est-ce que là, essayez de penser à quelqu'un là en ce moment, dans votre entourage, qui ne fait pas les choses comme vous aimeriez qu'il le fasse. Donc, conjoint, conjointe, enfant, collègue, patron, voilà. Vous aimeriez lui faire un reproche, mais voilà, on va voir qu'il y a des façons de communiquer dans ces moments-là. Quand c'est des personnes, ouais, et encore même pour tout le monde, mais principalement quand c'est des personnes chères à notre cœur. Donc la méthode zéro reproche, elle part du postulat que l'idée n'est pas de reprocher, mais vraiment de trouver des solutions ensemble. Donc la première étape, ça va être de dire, et ça c'est vraiment les phrases en gras là, à noter et à vous retenir. Il y a 5 phrases, 5 doigts de la main. Bon, moi, ça me permet de me rappeler, voilà, quand des fois je me dis, ouf, respire. Ok, donc là, je me sens pas très bien. Pourquoi? Parce que quand il y a un reproche, c'est qu'il y a un truc où on n'est pas bien. Donc j'exprime mes mots, comment moi je me sens, ce que je ressens par rapport à une situation difficile avec l'autre. Donc par exemple, pour Magali, ma fille me donne des fessées et ça ne me plaît pas. Donc voilà, si on prend cet exemple-là pour commencer, bah, je ne me sens pas très bien parce que je suis pas à l'aise avec. Alors j'imagine, hein, tu peux corriger, mais et t'adapter évidemment. Enfin, vous pouvez, pardon. Euh, je ne suis pas à l'aise avec l'idée de donner des fessées, c'est pas du tout mon mode d'éducation. Je me sens mal pour mon enfant, j'ai l'impression pour mon petit-fils ou ma petite-fille, j'ai l'impression que, voilà, c'est moi, moi, moi. Pour l'instant, je ne fais que dire qu'est-ce que moi, et pas, faut pas dire tout de suite, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Donc déjà, et pas en mode agressif. Voilà, on commence par dire, bon, je voulais te parler parce que, bah, tu vois, je suis pas hyper à l'aise quand tu fais la fessée, etc. Tu vois, moi, j'ai été grandi avec ça, et puis j'ai appris ci, puis voilà ce que je pense moi. Point. Maintenant, ce serait bien si, donc là, je décris ce que j'adorerais ressentir si la situation était différente et comment cette situation pourrait être différente. Donc là, ça serait tellement bien si tu arrivais, donc ma fille, voilà, à pouvoir éduquer ton enfant sans avoir besoin de passer par la fessée. Vraiment, moi, je me sentirais mieux et j'ai la conviction, moi, mais ce n'est que la mienne et je comprends que tu n'as pas la même. Ça, je suis déjà anticipée sur la suite, mais en tous les cas, j'ai la conviction que c'est possible de pouvoir réussir à obtenir les mêmes résultats sans passer par la fessée. Donc ça, ce serait vraiment bien de réussir à obtenir les mêmes résultats sans passer par la fessée. Je fais vraiment très court, hein, raccourci, mais pour comprendre le cheminement. Et en même temps, je comprends que. Et c'est cette étape-là que souvent on ne fait pas, qui fait la grosse différence. En même temps, je comprends que toi, tu as été éduqué différemment dans cet environnement où, et puis ton enfant n'est peut-être pas le même, et puis c'est pas la même situation, et ton mari est peut-être pas le même, voilà, genre, je sais pas. On essaie d'identifier, de nommer la posture de l'autre, les arguments de l'autre, ce que l'autre pourrait nous dire de lui-même en réponse à notre discussion, pour bien montrer que je comprends parce que bah, tout ce qu'on a vu avant, en fait, on n'est pas les mêmes, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes priorités, on n'a pas les mêmes croyances. Voilà, donc je comprends que, et là on met tout ce qu'on peut mettre dedans. Et surtout, on revient à nous pourrions essayer de, ou bien peut-être de, et on cherche à proposer des solutions. Alors là, ça peut être, est-ce que tu as déjà essayé de mettre ça en place comme technique? Peut-être ça, tu as déjà essayé de lire un livre sur le sujet? Qu'est-ce que tu en penses? Ou si tu veux, on peut y réfléchir ensemble. Voilà, on essaie de trouver ensemble des solutions. Et qu'est-ce que tu préfères? On laisse le choix décisif à l'autre. Donc l'autre va peut-être répondre. Donc là, la fille va peut-être dire, écoute maman, moi je préfère qu'on arrête d'en parler parce qu'à chaque fois on se dispute à ce sujet-là. Et il va falloir à un moment donné accepter et de se dire, tu ne peux pas maîtriser la vie des autres, ce n'est pas ta vie. Et donc accepter, et voilà, elle connaît ton point de vue et c'est OK. Ou alors, peut-être qu'elle va dire oui, je comprends et tout ça, mais je sais pas, si tu as un livre à me conseiller, je veux bien. Et là, OK, bah, je vais te trouver un livre sur le sujet. Voilà. Donc on peut amener ça. Maintenant, c'est pas des baguettes magiques et on ne changera pas l'autre. Et ça passe quand même par accepter que l'autre fera comme il peut aussi. Enfin, il n'a pas vu cette visio, il n'a pas l'élan et l'envie forcément de tout améliorer. Mais plus vous utiliserez ça, plus vous verrez quand même que l'autre s'y adaptera. Donc, j'utilise beaucoup l'humour, désamorcer des situations conflictuelles avec mon mari. Voilà, par exemple, ça peut aussi aider. Analyser autant de choses avant d'ouvrir la bouche. Et ça, c'est pour ça que c'est des choses à faire en amont. Parce que c'est sur des sujets récurrents dont je vous parlais. Quelqu'un qui vous. C'est pour ça que là, je vous disais de le faire maintenant, en fait, de le préparer maintenant. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous entraîner à le faire, plus au final, ça va venir de plus en plus facilement, naturellement, dans tout contexte. C'est de l'apprentissage, ce sont des compétences, hein, vraiment, tout ça. Et plus ça va, plus ça marche. Donc voilà. Donc bon, je ne vais pas pouvoir lire tout ce que vous dites, mais je vais continuer parce que le temps passe et nous n'en sommes pas encore à toutes les méthodes. Donc voilà, première méthode, si je résume déjà là, hop. Donc,
Communication active constructive. Deuxième, l'intelligence émotionnelle avec la juste empathie. Troisième, la méthode zéro reproche. Donc déjà, ne pas être dans le reproche direct, mais voilà ce que moi je ressens, ce serait bien si en même temps je comprends bien et on pourrait peut-être essayer de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. La programmation neurolinguistique, elle a plein d'autres méthodes, mais il y a deux axes qui me semblent très importants, accessibles à tout le monde et dans tout contexte. C'est ce qu'on va appeler la calibration, donc c'est-à-dire percevoir au-delà des mots. C'est de s'intéresser à ce qui est non dit. Donc souvent, on va dire, mais non, mais tu dis ça, n'importe quoi. Oui, en fait, la personne, des fois, elle est maladroite, elle ne sait pas faire autrement. Elle va dire des mots, mais son corps va dire autre chose. Elle va dire, oui, oui, tout va bien avec les bras comme ça et un peu mais oui, je t'ai dit que ça allait. Et en fait, on sent bien que ça va pas bien. Donc, c'est de savoir mettre des mots au-delà de ce qui est dit, mais de réagir aussi à ce qui n'est pas dit, aux signaux non-verbaux, donc paraverbaux et non-verbaux et paraverbaux. Donc, non-verbaux, c'est le langage corporel, les gestes, les mimiques, le visage. Et paraverbaux, c'est le rythme, le ton, la vitesse, le volume. Oui, oui, c'est bon. C'est pas pareil que mais oui, c'est bon. Voilà, peut avoir les mêmes mots et tout ce qui est autour, on peut le dire. Mais tu vois, là, j'entends bien quand tu me dis oui, que quand même tu es un petit peu énervé. Et là, bah, je préférais, tu vois, peut-être qu'on y revienne plus tard, quoi, parce que là, je sens qu'on n'est pas dans le bon moment pour discuter. Mais si, vas-y, on peut discuter. Non. Écoute, je prends la décision, je vais aller faire un tour et je reviens. Et quand on sera tous les deux bien calmés, ça ira mieux. Donc, il faut prendre en compte, voilà, cette calibration. L'idée, c'est de se dire dans n'importe quelle situation, vous devez être en capacité de communiquer et l'autre aussi. Ça se joue aux deux niveaux. Donc, c'est-à-dire que moi, si je suis en colère, c'est pas le moment de discuter. Si je suis complètement effrayée, c'est pas le moment de discuter. Donc, c'est toujours savoir prendre du recul et revenir à des discussions dans des moments où c'est possible, quand c'est des choses importantes et qu'on a la possibilité, évidemment. Mais même un enfant, il n'est pas toujours en capacité de s'exprimer. Des fois, on veut le faire parler à un moment donné, c'est pas le bon moment. Donc, c'est attention. Il faut vraiment, voilà, trouver les bons moments. Et en tous les cas, au moment où on sent que la personne est en capacité de discuter, bah, ça devient plus favorable. Et peut-être qu'il faut créer des conditions qui vont permettre la communication. Et la synchronisation, c'est-à-dire s'adapter au niveau du volume, justement, du rythme, etc., du comportement aussi, tout en restant soi-même. Mais si c'est... Moi, je parle très vite, vous l'entendez certainement. Quand je suis en cabinet, j'ai des personnes qui viennent vers moi et qui parlent très lentement. Je ne vais pas parler comme ça face à eux. Je vais m'adapter à eux. Je vais quand même ralentir quand je vais m'exprimer auprès d'eux. Là, vous ne me parlez pas, donc j'entends pas. Et comme le temps passe, etc., et que le chat va vite, j'ai tendance à aller vite aussi. Mais je sais que pour certaines personnes, ça doit être compliqué. Parce que là, c'est pas une communication one-to-one, donc j'ai pas d'adaptation, de synchronisation. En revanche, si je parle avec quelqu'un qui parle vite, on va adorer, on va avoir l'impression de vraiment vivre une discussion passionnante. Si je parle avec une autre personne qui a l'habitude de parler plus lentement, il va falloir que je fasse un petit effort et que l'autre fasse aussi peut-être un petit effort pour qu'on puisse vraiment trouver un rythme qui va nous être confortable tous les deux. Donc c'est aussi ça la synchronisation. Euh, Si quelqu'un arrive et est complètement vautré comme ça, vous, le droit comme hop, un piqué, ça va être compliqué. Donc là aussi, les deux doivent essayer de toujours trouver un petit juste milieu. Donc si l'autre ne le fait pas, commencez à le faire et vous allez voir que l'autre va vous suivre. Il y a ce qu'on appelle un effet miroir qui se fait avec la synchronisation. Donc à tester, mais à prendre en compte voilà, l'observation du non-dit et l'effet miroir du non-verbal aussi. Ah, voilà, on y arrive. Celui-là, très important. Je voulais vraiment au moins passer un petit peu de temps sur celle-là et les autres, après, je pense qu'on ira plus vite. Parce que c'est là que ça peut vous aider à plein de situations, notamment quand il y a de l'agressivité, des gens qui sont pas forcément proches de vous, des voisins avec qui ça se passe pas bien, les collègues, les patrons, les clients, etc. Donc là, on est vraiment dans celle-ci, elle peut vous aider pour celle qui posait la question tout à l'heure. On a trois façons de réagir selon l'analyse transactionnelle, qui est une approche, encore une fois, un courant humaniste, on va dire, de communication. Euh, Trois états du moi, à tout moment, et tous, on peut arriver avec un état parent, un état adulte ou un état enfant, quel que soit notre âge, etc. Globalement, si je vous donne une situation, l'état parent, c'est, je sais pas, le train est en retard. Euh, et ben voilà, c'est reparti. La SNCF, ils sont jamais à l'heure. C'est quoi cette société? De toute façon, on peut jamais compter sur les trains. Puis ces agents, là, ils savent même pas nous donner l'heure, etc. Parents, moralisateurs, etc. Mais on peut être aussi parent. Ah ben j'espère que ça va bien aller pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aide? Est-ce que je peux aider, etc. Parents nourriciers, on va dire plutôt parents autoritaires, parents nourriciers. On prend soin d'eux ou on râle. On est vraiment en mode parent.
Mais on peut aussi avoir un statut enfant, un état enfant. C'est réponse émotionnelle, c'est oh, je vais être en retard, oh là là, comment je vais faire? Oh là là. On est pris par nos émotions, instinctifs, on est oh là là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller là, mais non, mais me poussez pas comme ça. Enfin voilà, on est complètement dans quelque chose de spontané, on n'est pas dans la maturation là, on est dans l'instinct, quoi, l'enfant qui réagit, la réaction. Et puis il y a l'état adulte qui est dans une analyse sans émotion, sans jugement, le plus neutre possible. Donc un état de neutralité, d'efficacité. Ok, il est quelle heure? Est-ce que je vais rater mon train? Si j'ai pas mon train, donc là il faudra que je rattrape le train après. Bon, je vais peut-être prévenir telle personne. On est dans une neutralité. Donc dans cette situation, l'état adulte peut nous aider, bien évidemment. Mais maintenant, euh, dans toute situation, ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours en mode adulte, sinon on va un peu s'ennuyer dans la vie. C'est quand même sympa d'être un peu enfant de temps en temps, de s'amuser, de rigoler, de faire les fous, d'avoir sa joie de vivre, etc. Hein. Voilà, ça c'est chouette, ça fait partie de notre vie, de pleurer, de rire, de réagir. On a besoin de ça de temps en temps, tant que c'est agréable, que ça apporte, que ça libère, c'est important. Le parent, on a besoin d'avoir un jugement parfois pour dire là stop, attention, on va trop loin. Alors c'est pas un jugement dans le sens c'est bien ou c'est pas bien moralisateur, mais dans le sens quelle est la limite à ne pas défranchir, respecter la loi, des choses comme ça. Évidemment qu'on a besoin aussi d'avoir cette posture-là. Le respect, etc., c'est le parent qui pose le respect aussi. Et l'adulte, c'est les faits, la neutralité, etc. Donc quand vous êtes dans un conflit pur et dur, revenez à un état adulte et parlez à l'autre à son état adulte. Petit à petit, ça fonctionne, mais il faut le maîtriser. Donc c'est de plus en plus, plus vous allez le pratiquer, plus c'est facile. Donc état adulte, ça veut dire je décris les informations. Je ne dis pas je ou tu, je décris, voilà, bah là, vous m'avez dit ça, moi, ce que j'entends, c'est ça. Par rapport à notre besoin, c'est ça. On voudrait trouver telle solution. Voilà, c'est vraiment important de savoir se remettre dans l'état adulte quand il y a un conflit. Mais encore une fois, des fois, c'est chouette d'être dans l'état parent qui parle à l'enfant ou d'être entre deux enfants qui jouent ensemble. Donc, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est important de savoir à comment choisir son état? Bah, c'est celui dans lequel on est bien et où les autres sont bien. Voilà. OK? Euh, le plus simple ne serait-il pas de se séparer des personnes où la communication n'est pas fluide et souvent... Bah, alors ça, c'est évidemment dans beaucoup de cas, quand c'est possible, oui. En revanche, parfois, quand c'est dans notre travail et qu'on ne peut pas quitter son travail pour l'instant, c'est compliqué. Un client, le client est roi dans son travail, ou un membre de sa famille, sa belle famille, il y a plein de situations où c'est difficile. Donc revenir d'état adulte à adulte et après, de parfois prendre de la distance, changer de pièce, oui, voilà. Et on peut prendre du recul, c'est sûr. Ça sert à rien d'insister, on ne cherche pas à avoir raison, on ne cherche pas à convaincre, etc. Et puis il y a des jeux psychologiques, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça. Ça vous est peut-être déjà arrivé à dire ça ou à penser ça avec votre mari ou votre voilà. Sans toi, bah, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Ça c'est du jeu psychologique aussi. Oui, mais je peux pas le faire. Nanana. Oui, mais non, mais je peux pas. Bah oui, mais eh ben là on peut dire bon bah si t'as pas envie de le faire, tu ne le fais pas, c'est ok pour moi. Voilà, c'est on peut pas. Quelqu'un qui vous répond oui mais sans fin, c'est qu'il y a une partie d'elle qui ne veut pas. Donc à un moment donné, on lui dit ok, si tu ne veux pas, on va trouver une autre solution. Maintenant, voilà, encore une fois, on est dans des généralités aujourd'hui. Et le dernier, si je ne me trompe pas, non, encore deux. Donc je fais vite fait pour rester dans le timing. Les petits points de psychologie positive qui me semblent essentiels et qui font vraiment une différence dans nos relations, c'est d'avoir un vocabulaire le plus positif possible. Si vous parlez avec des mots positifs, vous verrez que vos relations vont tourner vers plus de positif, d'optimisme, de... Voilà, on va être toujours... voilà. Donc les choix des mots, plutôt que de dire t'es nul, évidemment, c'est ah bah tu t'es trompé cette fois-là, écoute, tu vas trouver des solutions, puis on va apprendre, on va développer des compétences pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Je suis crevée, c'est ah bah je suis pas très en forme, je vais devoir me reposer pour pouvoir aller mieux demain. Donc on essaye d'être toujours vers un focus, voilà, j'ai entendu tout à l'heure le verre à moitié plein, etc. Un focus positif, mais des mots positifs. Un renforcement positif aussi vis-à-vis des autres. Et ça, on le fait pas assez. Tout ce qui nous paraît normal, on a tendance à pas suffisamment le valoriser. Donc tout ce que les autres font autour de nous qui est normal, eh ben ça fait du bien de dire merci, de dire bravo, voilà. Bravo et merci sont deux mots magiques pour tout le monde. La personne qui fait le ménage dans votre bureau, votre mari qui va faire du bricolage, votre femme qui fait la cuisine. Je fais des clichés, je suis désolée. Ça peut être l'inverse. L'enfant qui a rangé ne serait-ce qu'une partie de sa chambre. Tout ça, tout ça, tout ça. On dit, on identifie, on cherche ce qui est bien dans même la normalité et on pense régulièrement à dire
Bah, tu sais quoi, je te le dis pas souvent, mais j'adore quand tu fais ça. Ah, j'adore ce petit plat quand tu le prépares. Bah, ma chérie, j'adore quand tu me fais des câlins. J'adore quand tu racontes des choses positives sur tes copines. Il y a plein de choses comme ça, ou des amis. Ah, ça me fait plaisir quand tu me racontes tes bons souvenirs. Merci. Ah, bravo, tu as été super fun dans cette gestion de ce moment-là. Voilà, c'est merci, bravo, merci, bravo. Et ça, vous pouvez y aller, mais avec tout le monde, tout le temps, ça marche tout le temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui change aussi les relations. Ça donne un autre ton, une autre dynamique. Ça fait du bien à tout le monde, à celui qui donne, à celui qui reçoit. Donc la gratitude est vraiment une des émotions les plus puissantes au monde. Et parfois, même notre mari pour qui on est agacé, notre enfant qui est en colère régulièrement, ou le patron qui est énervé, bah, même dans ces moments-là, c'est peut-être même là que la gratitude peut avoir le plus grand effet, parce que quand on commence à remercier l'autre pour quelque chose et qu'il ne s'y attend pas, parce qu'il est en mode conflit, eh ben, il va se calmer et il va trouver des moyens de remettre de la gratitude dans l'autre sens aussi. Enfin, il y a cet effet miroir aussi qui fonctionne. Il ne faut pas le faire pour ça, mais constater voilà, les bienfaits de la gratitude, vous allez voir la valorisation positive, du renforcement positif. Et vous allez voir que vraiment, même là, dans vos relations les plus difficiles, ça peut être le challenge, hein. Vous pouvez tenter là, la personne avec qui en ce moment vous n'avez pas forcément des relations simples, mais qui ont une importance quand même pour vous. Tentez de lui faire un compliment, lui dire un merci ou le féliciter pour quelque chose là dans les jours à venir et voyez ce qui se passe. Voilà. Faut pas fréquenter les malveillants. Alors ça, des fois, on n'a pas tellement le choix. Mais effectivement, même des personnes qui peuvent sembler malveillantes, si on les approche de plus en plus avec du positif, du renforcement positif et de la gratitude, je vous garantis que vous allez voir une autre facette de la personne et que ça peut l'aider à aller mieux. Donc attention, parce que personne n'est totalement gentil ou méchant, personne n'est totalement menteur ou authentique. On fait tous des erreurs, on est tous imparfaits, donc beaucoup de bienveillance pour l'autre et l'imperfection des autres. Donc évidemment, choisissons notre entourage, je suis bien d'accord, entourons-nous au maximum des personnes qui nous font le plus de bien. Mais il y a des moments où on n'a pas tellement le choix. Donc, il faut aussi savoir s'adapter, ou en tous les cas, y aller à demi-mesure. Et la dernière méthode que je voulais vous partager, c'était la méthode de communication non violente, qui est une méthode déposée, une marque déposée. OSBD, c'est l'outil principal de la communication non violente. Et là, on rejoint un petit peu des choses qu'on a dans les autres méthodes. Ce que je disais, c'est d'autres mots, mais on retrouve un petit peu ça. Mais bon, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un moyen mémotechnique, OSBD. O, c'est les yeux. Donc, c'est observer qu'est-ce qui se passe dans la situation, comme conflit au travail, conflit à la maison, conflit avec mes amis, voilà. Donc, observer. S, qu'est-ce que je ressens face à cette observation? Moi, c'est quoi mon ressenti face à cette situation? Donc, c'est le cœur. Donc, je descends d'un étage. Besoin, à quel besoin ça répond? Là, c'est dans le ventre. Donc, c'est quoi mon besoin qui n'est pas nourri? Donc, si je ne sais pas si je vous donne un exemple, ça peut être un besoin de sécurité qui n'est pas nourri. Du coup, je me sens, j'ai peur et je vois une situation où je sais pas, j'ai pas beaucoup d'argent sur le compte en banque et je vois que mon conjoint ou mon conjoint ou ma conjointe dépense quelque chose qui n'est pas OK pour moi parce que, voilà, je décris, bah, tiens, là, j'ai vu que tu avais acheté ça à tel prix. Alors, je t'avoue que j'ai peur en fait, j'ai vraiment peur parce que bah, mon besoin de sécurité en ce moment il n'est pas nourri et là je sens que financièrement c'est pas simple pour nous. Donc demander une formulation claire. Est-ce que la prochaine fois tu peux juste, on en parle et on voit est-ce que en fonction de, on peut trouver une solution différente. Donc c'est pas très loin de la méthode zéro reproche, mais c'est valable encore plus dans toutes les situations et pas que les situations de reproche, même des situations où on n'a pas à reprocher à quelqu'un, mais juste mieux communiquer. Et là encore, on n'est pas dans le jugement, dans la critique, on est dans un partage et ça rejoint, vous voyez que tout se rejoint, c'est vraiment important. Deux derniers conseils pour clôturer, parce que c'est important dans les relations aussi, c'est savoir poser des limites dans ses relations. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on a dit. Donc tout ça, c'est valable quand on veut développer des meilleures relations avec certaines personnes que l'on choisit, tout ce qu'on a vu, quand on veut gérer quelques conflits ponctuels aussi. Mais il y a aussi les relations qu'on appelle un peu toxiques. Alors ça vient pas de l'un ou de l'autre, c'est juste que la personne peut avoir des très belles relations avec quatre cinq personnes et une relation toxique avec vous, tout comme vous pouvez être la personne toxique de quelqu'un d'autre. Et c'est pas lié à une volonté. C'est juste lié au fait que vos besoins, votre façon d'être, etc., apportent du désagréable à l'autre. Donc, sachez poser vos limites. Ça ne veut pas dire rejeter l'autre, ça veut dire prendre soin de soi pour mieux prendre soin de la relation. C'est se respecter soi-même et c'est aussi respecter l'autre en étant authentique jusqu'au bout. Donc on respecte l'autre en étant vrai jusqu'au bout, ne pas se forcer pour être, pour pas
pour pas blesser l'autre. Ça nous arrive aussi. Donc c'est bien de dire, voilà, même si je t'aime très fort, bah, j'aime pas trop quand on fait ça ensemble. Voilà. Et le dernier, c'est prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres. S'accorder du temps pour soi, pour être plus disponible pour les autres. Apprendre à soi-même pour mieux transmettre. Prendre soin de sa santé, être en énergie pour mieux s'occuper de celle des autres. Cultiver sa joie pour mieux la partager. Adopter une attitude positive pour mieux la rayonner. Et s'aimer soi-même pour toujours mieux aimer les autres. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai mis 3 des livres, comme je dis, j'ai une vingtaine de livres, mais voilà, pro en gestion des conflits, apprendre à lâcher prise, des rituels de pensée positive pour développer son état d'esprit positif. Vous pourrez voilà, les retrouver si vous tapez Cécile Neville, il y a plein d'autres livres sur Internet. Et pour conclure, bah, prenez soin de vous, parce qu'on l'a vu, hein, c'est la priorité, pour ensuite mieux prendre soin des autres, sans oublier, et là c'est ma petite casquette écolo, de prendre soin du reste du monde, de la planète, des animaux, etc. C'est super important. Voilà, on est dans le timing, il est 19 heures. Merci. Merci beaucoup, Cécile. En effet, pile dans le timing. Donc, merci à vous, Cécile, pour cette intervention. Merci à tous pour votre participation. Et j'en profite également pour vous rappeler que nos webconférences continuent sur différentes thématiques de santé. Et je vais aussi vous mettre le petit lien d'inscription avec les dates à venir dans le chat pour que vous puissiez en prendre connaissance. Merci à tous. Merci encore, Cécile, pour cette intervention qui a été très appréciée au vu des remarques dans Oui, le merci commentaire. pour le retour, ça fait plaisir. Et bonne soirée à tous.